Chers partenaires, chers collègues, chers amis, bonsoir à toutes et tous. مساء الخير للجميع. للاستماع إلى الترجمة باللغة العربية رجاء اختيار زر الانتربريتيشن أسفل الشاشة ثم اختيار اللغة العربية والضغط على ميوت أوريجينال لعدم الاستماع إلى اللغة الفرنسية. وشكرا. Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour la conférence de lancement de l'étude sur la contribution économique des industries culturelles, créatives et culturelles au Liban, que l'Institut des finances Bassel Fouleyhan a menée avec le soutien de l'ambassade de France au Liban, l'Institut français et l'Agence française de développement. Avant de lancer notre conférence, un petit film d'animation. Je vous rappelle que pour bénéficier de la traduction en français des vidéos diffusées, prière de choisir le canal français de la fonctionnalité interprétation qui se trouve en bas de votre écran. الصناعات الثقافية والإبداعية بتجمع بين تحفيز الاقتصاد وتعزيز الثقافة، بتشمل وبتحفز قطاعات كتيرة مرتبطة فيها. هالصناعات ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل، وبتساهم أيضاً لخلق هوية اجتماعية وثقافية عند المواطن. وبالرغم من الإمكانيات المالية المحدودة والإطار التشريعي الغير مناسب والرقابة المكبلة وغياب الاستقرار السياسي، بتساهم الصناعات الثقافية والإبداعية بلبنان بحوالي 4.75% من الناتج المحلي، ما يعادل $2 مليار سنوياً، وبتوظف حوالي 200,000 شخص. قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية أساسي لتحفيز الاقتصاد، وليقدر يقوم بدوره بشكل فعال بلبنان من الضروري وضع سياسات عامة وتأمين بيئة ملائمة ليزدهر. Mesdames, Messieurs, cet événement vient couronner le travail d'une année entière, une année des plus difficiles de l'histoire récente du Liban, marquée par l'instabilité politique, économique et financière du pays, la pandémie de la Covid-19 et la tragique explosion du port de Beyrouth du 4 août. Plusieurs études récentes, dont la dernière de la Banque mondiale datant de 2015, s'accordent à dire que les industries culturelles et créatives libanaises détiennent le plus grand potentiel de croissance comparé aux autres pays du Moyen-Orient. Aussi, d'après un rapport de l'UNCTAD de 2010, dans un classement des pays en fonction du ratio de la contribution des industries créatives à la création de richesses, le Liban était premier dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, devant des pays comme la Jordanie, la Syrie et les Émirats arabes unis. Ces industries méritent donc sans aucun doute d'être soutenues et d'être accompagnées par des politiques publiques adaptées à leurs spécificités, leurs réalités et leurs besoins spécifiques. Avant de donner la parole aux intervenants, je tiens à remercier nos experts, Madame Mahassin Ajam et Monsieur Nizar Hariri, pour leur travail considérable et leur expertise mise à disposition de l'Institut dans le cadre de cette étude. De même, je souhaiterais insister sur le fait que cette étude n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui de l'ambassade de France au Liban, l'Institut français et l'Agence française de développement. Mais avant de donner la parole à Madame Marie Buscaille, directrice de l'Institut français, et à Madame Moubayed Bissat, présidente de l'IDF, je vous invite à visionner un deuxième film d'animation. حكينا عن أهمية القطاعات الثقافية بلبنان وعن دورها بالحفاظ على الهوية اللبنانية وعن وزنها بالاقتصاد اللبناني يلي بقارب $2 مليار. بس شو هي العوائق والصعوبات يلي عم تمنع هالصناعات المبدعة من التطور والنمو؟ في أكثر من 8 قوانين إلها علاقة بالثقافة، بس ولا واحد منهم بيحمي وضع الفنان أو المبدع من الناحية الضريبية والمالية والنقابية. العبء الضريبي كبير كتير على القطاع، فالمهرجانات مثلاً بتدفع 33% من دخلها ضرائب ورسوم، وحقوق المؤلف مكرسنة وما بيطلع له إلا القليل، وفي رقابة على معظم المواضيع يلي فعلاً بتهم الناس. وعلى القطاع يلاقي تمويل لمشاريعه لحاله بلا أي مساعدة أو خطة من الدولة. مع أزمة الكورونا يلي عم نقطع فيها، السينما والمهرجانات ما عم تشتغل، ومن أصل 43 مسرح انفتح بلبنان ما بقي إلا 7 اليوم وعم بيحتضروا. أخيراً كارثة 4 آب زادت من المشاكل يلي بيواجهها القطاع الثقافي. تصميم تياب الموضة واليد العاملة الماهرة بالمجوهرات دمرت معظم مناطق عملهم، وتراث بيروت المعماري مهدد بالزوال. شو هو الحل تنرجع نبني ثقافتنا ونحافظ على هويتنا ونساهم بإعادة بناء الوطن وتعزيز اقتصاده؟
لاقونا بالحلقة التالية. Je rappelle à l'audience de poser ses questions à travers le Q&A box et nous les adresserons aux intervenants dès que les présentations seront terminées. Madame Buscaille, la parole est à vous. Merci Rola. Bonjour Madame la Présidente, chère Lamia, chers amis du monde de la culture et de la création au Liban, chers partenaires des institutions libanaises, chers collègues aussi des ambassades, des organisations internationales, mesdames et messieurs les journalistes, merci de votre participation, nombreux, je vois le compteur qui monte et j'en suis heureuse. Cela témoigne de l'intérêt que cette étude sur les industries créatives et culturelles suscite. Puisque j'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence en tant que directrice de l'Institut français du Liban qui a commandé cette étude à l'Institut Vassil Fleihan et qui l'a accompagnée avec le soutien de l'Agence française de développement, permettez-moi d'en expliquer la genèse, l'origine et les objectifs tels que nous les avons portés du point de vue de l'ambassade de France. Ce que j'ai envie peut-être d'expliquer, c'est pourquoi la France, pourquoi cette étude. En France, les ICC, donc Industries créatives et culturelles, ICC, vous savez qu'on aime bien les sigles en France, et celui-ci est un peu difficile à prononcer pour les étrangers, mais ces ICC ont fait l'objet d'une attention beaucoup plus soutenue depuis les années 2010 en France, de la part de nos autorités françaises dans le cadre d'un mouvement qui s'est attaché à valoriser l'apport de la culture aux économies nationales pour mieux prendre en compte leur accompagnement, mieux favoriser les conditions de leur développement et de leur croissance. Des études ont donc été conduites en France pour chiffrer de manière globale l'apport de ces industries culturelles à la création de richesses, à la création d'emplois et à ce titre montrer aussi qu'elles méritent d'être soutenues au même titre que des secteurs plus traditionnels de l'industrie. Alors, loin de nous la volonté de vouloir réduire les industries créatives et culturelles à leur seul rôle économique. Évidemment, ce n'est certainement pas notre intention, mais néanmoins celle de montrer que ce secteur n'est pas un luxe, que ce n'est pas un supplément d'âme quand on a par ailleurs tout ce qu'il nous faut, mais que c'est un secteur qui porte à la fois des enjeux sociaux, des enjeux de développement du territoire et également des enjeux d'innovation et de développement économique. L'objectif, à travers ces études, c'est aussi de renverser la logique, de montrer que la culture n'est pas un secteur qui coûte un poste de dépense, comme on le considère souvent dans l'élaboration des budgets, mais au contraire, un secteur qui génère aussi des revenus, des emplois et de l'attractivité locale. Voilà, ça c'est un peu le contexte général de ce terme même d'industrie créative et culturelle qui est relativement nouveau pour nous en France. Et sur cette base-là, dans ce contexte-là, dès 2018, dans le cadre aussi de notre coopération bilatérale étroite avec le Liban, la France a voulu faire bénéficier le secteur des ICC libanais de cette même approche. Comme l'a rappelé Madame Darwish dans ses propos introductifs, le poids des ICC libanaises était déjà pressenti, était déjà visible en tout cas sur la scène internationale, et donc il nous a semblé tout à fait pertinent d'approfondir cette image en mesurant la richesse créative libanaise, le dynamisme de ses acteurs, mais également en cernant plus précisément les difficultés auxquelles ce secteur faisait face. Et c'est donc voilà l'enjeu global de ce panorama des ICC libanaises qui vous est présenté aujourd'hui, avec l'objectif de poser un diagnostic, mais aussi des recommandations sur le secteur culturel afin d'identifier son potentiel, de l'aider à se développer, d'identifier aussi les leviers qui pourront permettre ce développement. Cette étude, enfin, nous l'avons conçue comme une première étape, un
un début de travail de structuration qu'il conviendra de poursuivre, de mener pour accompagner le relèvement d'un secteur qui, aujourd'hui, comme tous les secteurs de l'économie libanaise, subit de plein fouet les crises multiples que connaît le Liban. Je voudrais dire aussi, en présentant cette étude, et pour tous les participants qui nous écoutent, que nous sommes tout à fait conscients, à la fois à l'Institut Bassil Fleihan et à l'ambassade de France, que cette étude n'est pas l'unique, elle s'inscrit dans un mouvement collectif de réflexion des acteurs culturels libanais eux-mêmes, une réflexion qui s'est, je crois, intensifiée à l'automne, en octobre 2019, et elle est complétée, elle s'articule aussi avec d'autres études qui se sont penchées plus spécifiquement sur cette période de crise à partir d'octobre 2019. Je pense par exemple à une publication récente, Insights into Cultural Policies, qui a été publiée avec le soutien de l'association Mawred. Je pense aussi à une recherche qui va être publiée, qui n'est pas encore publique, et qui viendra compléter celle que nous vous présentons aujourd'hui, une étude qui a été conduite avec la Direction générale des antiquités, la BEMA, Studio Corart et Appeal, qui s'est attachée à la situation des artistes post-explosion du 4 août. Voilà, donc ces différents travaux participent d'une même logique, d'une même volonté de documenter, de diagnostiquer l'état du secteur culturel, et elles convergent vers des conclusions qui s'adressent, en tout cas pour le cas de notre étude, de l'étude qu'a menée l'Institut des finances, elles s'adressent, je dirais, à 3 catégories d'acteurs. Et je suis heureuse de voir a priori que d'après la liste des participants à ce séminaire, à cette conférence, toutes ces 3 catégories d'acteurs sont bien représentées, et je m'en félicite. La première catégorie, ce sont bien sûr les acteurs culturels eux-mêmes. Et là, l'objectif de cette étude est de montrer la pertinence dans le contexte actuel de travailler ensemble pour concevoir le secteur culturel libanais de demain, pour inventer de nouvelles alternatives, pour engager des processus de mutualisation qui permettront de travailler autrement. Se fédérer pour les acteurs de la culture libanaise, c'est aussi une nécessité pour peser collectivement en tant que secteur, que sous-secteur économique, sur des décisions politiques qui sont indispensables pour rendre les cadres structurels, les cadres législatifs et fiscaux plus favorable à la croissance de ces secteurs. Alors voilà, vous l'aurez compris, le deuxième cercle de destinataires de cette étude, ce sont précisément ces décisionnaires politiques. Ce sont les autorités exécutives et législatives libanaises. Et c'est bien là l'une des utilités principales de cette étude, je crois, que de démontrer objectivement et précisément le potentiel de ces secteurs afin qu'ils soient pleinement soutenus dans le cadre de politiques publiques, dans le cadre de programmes de relance aussi qui, nous l'espérons, seront adoptés par un gouvernement de réforme attendu de tous. Le message que cette étude adresse, c'est donc celui pour les autorités publiques que le secteur des industries culturelles et créatives au Liban est riche de talents, que ce secteur et ses acteurs sont connus dans le monde entier et qu'ils peuvent contribuer activement au relèvement économique du pays pour autant que un cadre favorable leur soit donné. C'est aussi donc à une troisième catégorie d'acteurs que s'adresse dans le contexte actuel en particulier cette étude, c'est la catégorie des bailleurs internationaux. Qui pourront trouver dans cette étude des éléments d'analyse sur un ensemble de secteurs qui sont donc tous susceptibles de contribuer au relèvement du pays, qui constituent un potentiel d'emploi, de production locale, de cohésion sociale aussi. Et ça, c'est un enjeu transversal de stabilité économique et politique. À travers cet appui aux industries culturelles et créatives, nous pouvons, nous, bailleurs internationaux, décider d'agir pour résorber en partie les inégalités sociales et territoriales, pour résorber aussi les inégalités de genre et contribuer à une croissance équilibrée et durable.
Dans ce paysage, la France se tiendra prête à jouer un rôle, comme elle l'a fait en initiant cette étude, cette analyse. Elle se tiendra prête à apporter son assistance technique, son expertise dans des domaines de politique publique et sur lesquels nous avons une certaine expérience et dans lesquels des collaborations, des coopérations franco-libanaises sont déjà largement engagées. Mais il faut que les choses soient dites clairement et c'est précisément à cette fin que je me réjouis de la participation de nombreux collègues des organisations internationales, de la Banque mondiale, de l'Union européenne aujourd'hui avec nous. Le message, c'est que cette étude, nous l'avons voulu, nous l'avons commandée à l'ambassade de France dans le but de la partager largement. De la rendre publique, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais d'en faire aussi un outil collectif pour nous tous, parce que ce projet a été pensé pour engager des collaborations bilatérales multiples, et pas seulement avec la France. Aux côtés de nos partenaires européens, aux côtés de tous les acteurs libanais et internationaux, nous souhaitons donc aujourd'hui jeter les bases pour une action concrète. Et nous formons le vœu que cette étude puisse être la base de nouvelles synergies et d'un futur projet d'accompagnement des différentes filières par tous les acteurs, autorités publiques et bailleurs qui sont concernés. Je m'arrête là je crois que j'ai déjà été un peu longue, mais merci de m'avoir donné l'occasion et l'opportunité de présenter vraiment tout l'enjeu de cette étude. Je voudrais remercier chaleureusement l'Institut des Finances, Madame Lamia Mboyed, Madame Rola Darwish, les experts également, Madame Hassan Ajam, Monsieur Nizar Hariri, et puis toute l'équipe de l'Institut français, en particulier mon adjointe Ina Pouan, qui est discrète, mais qui est là derrière les écrans et qui a porté ce projet personnellement depuis presque 2 ans maintenant. Je la remercie chaleureusement, ainsi que l'AFD pour son soutien et sa contribution. Bravo pour ce travail colossal monté dans un contexte difficile qui s'est vraiment corsé, si je puis dire, depuis la fin de l'année 2019. Bravo encore et j'espère qu'il suscitera un intérêt et des actions dans le long terme. Merci Marie, merci. Oui, nous espérons aussi de tout cœur que ça va faire avancer les choses. Madame Oubayed, la parole est à vous. Merci Rola et encore bravo pour cet immense travail à toute l'équipe. Merci Marie pour ta confiance. Merci chers collègues et toutes les personnes qui sont derrière les écrans, derrière leurs écrans pendant toute cette période à travailler assidûment dans des conditions extrêmement difficiles. Je cite notamment les experts que vous avez bien cités, Marie. C'est un honneur de lancer aujourd'hui en présence d'une si belle audience cette étude sur la contribution économique d'un secteur qui nous est tellement cher. Et c'est d'autant plus un plaisir de le lancer en cette année 2021 consacrée par l'ONU à l'économie créative et à son rôle dans le développement durable et de par sa contribution à l'éducation, à l'égalité homme-femme, à la citoyenneté et certainement à la bonne gouvernance. Donc, c'est un hommage mondial à l'industrie créative cœur battant de nos sociétés et il n'est pas surprenant. Ce qui est peut-être surprenant, c'est un peu l'absence de ce secteur discours et des plans de développement économique au Liban et j'ose dire une indifférence des politiques publiques vis-à-vis un secteur qui a représenté jusqu'en 2015 près de 4,75% du PIB national, soit 2,3 milliards de dollars, un ratio comparable à celui des États-Unis. Et c'est un secteur qui emploie à lui seul 5,8% de la population active. Donc, sans compter, bien sûr, le secteur informel, on parle de 200 000 personnes. Donc, autrement dit, mesdames et messieurs, la culture et la création génèrent 2 fois plus de richesses que le secteur agricole et autant que le secteur de la construction. Rappelons-le. J'ajoute que le Liban a été classé par l'UNCTAD premier dans la région MENA. Et jusqu'en 2015, dernière année permettant de réaliser des comparaisons internationales, il dépasse l'Égypte, le Mexique, le Canada. Donc cela en fait potentiellement un leader régional.
C'est une position qu'il convient de conserver dans le futur, dans la mesure où elle indique la présence d'un avantage comparatif de notre pays dans le domaine des ICC. Mesdames et messieurs, comme l'a invoqué Madame Buscaille, les ICC ne sont pas un secteur de plus qui a besoin du soutien public. Bien au contraire. Notre étude prouve que ce secteur apporte une forte valeur ajoutée. Il génère des emplois directs et indirects. Il contribue à équilibrer la balance commerciale et il présente un énorme potentiel de croissance des exportations des produits culturels et créatifs du pays. Les activités de ce secteur ont un effet multiplicateur sur l'ensemble des secteurs productifs. La production de toute activité créative ou culturelle passe par toute une chaîne de création, de production, de reproduction, de promotion, de diffusion, de commercialisation et de distribution qui, tout au long de la chaîne, utilisent des fournitures, des équipements issus d'autres secteurs. Le pays peut compter sur plusieurs avantages compétitifs, tels que main-d'œuvre qualifiée, et l'existence aussi de sous-secteurs à forte valeur ajoutée, donc beaucoup de niches prometteuses. Et enfin, la diaspora libanaise, c'est un atout considérable, à même de permettre le rayonnement à l'étranger de ces secteurs. Donc, chers amis, notre étude, au fait, que nous avons menée avec tant de difficultés, on le rappelle, elle se place bien sûr dans une continuité d'autres travaux, comme menés par plusieurs entités, on se réjouit, mais elle a peut-être la qualité de dresser le panorama économique général et démontrer, chiffres à l'appui, le potentiel de 3 industries, les arts du spectacle, l'audiovisuel et le design et le joaillerie. Donc, on va bien sûr, les experts, Madame Mahasen Ajam et Monsieur Dr Nizar Hariri, vous en présenteront le détail des résultats dans quelques instants. Cette étude, elle a une qualité aussi, c'est qu'elle est en train de mettre le doigt sur les obstacles, mais elle est aussi en train de proposer à l'intention des décideurs publics et des bailleurs des fonds des pistes d'action. Voilà. Et donc, l'état des lieux, l'analyse, bien sûr, démontre que la pérennité des industries est aujourd'hui en jeu, que le risque de perte d'un capital identitaire et culturel est considérable et que la précarité subie par les professionnels des ICC peut engendrer des fuites de cerveau créatifs qui risqueraient, s'il n'y a pas d'intervention immédiate, d'appauvrir l'économie et aussi le pays tout entier. Donc, afin d'éviter un peu l'exode de ces talents, l'effondrement de ce secteur, bien sûr, nous travaillons tous pour que des actions soient menées sur plusieurs temporalités. D'abord, une immédiate, bien sûr, pour sauver le tissu existant, mais surtout sur le moyen et long terme. Et nous, on a besoin de vous, nos bailleurs de fonds, nos partenaires, les partenaires de la solidarité internationale, pour refondre le modèle de développement de ce secteur vers une croissance stable, pérenne et moins de précarité. Donc voilà, bien sûr, on n'oublie pas la puissance publique qui est appelée à agir et on le souhaite bien sûr à différents niveaux. Les recommandations sont là, donc réforme du statut de l'artiste, la réforme des attributions des subventions, où là c'est un domaine à revoir, la révision du régime d'imposition et des droits de douane, par exemple, sont quelques pistes, on les propose, et certainement l'appui aux collectivités locales dans la conduite de projets culturels. Bien sûr, les financements des infrastructures, les appuis institutionnels, la recherche de synergie avec l'éducation, le soutien à la transition au numérique, tout cela sont des pistes sur lesquelles l'étude s'attarde. Donc, il s'agit d'agir vite. La crise actuelle, elle peut être une opportunité, mais ce que nous avons essayé, chers amis, c'est d'imaginer un modèle nouveau. Et c'est là notre ambition, c'est là l'ambition de cette étude qui porte ce regard long et réfléchi, quantitatif, qualitatif, sur un secteur qui a non seulement une valeur économique substantielle, mais surtout parce qu'il est gardien des valeurs sociales et morales, génératrices de sens, d'identité et de rayonnement. Donc, une autre étude, une étude comme les autres, c'est une étude appel. C'est une étude appel aux décideurs politiques, c'est une étude appel aux bailleurs de fonds, aux partenaires et aux acteurs culturels, mais aussi une étude appel à la diaspora libanaise
pour se mobiliser, pour orienter les programmes, pour faire pression sur les autorités, dans le but d'infléchir des politiques publiques en faveur des CCC et de militer pour leur survie. Mesdames et messieurs, à l'Institut des finances Bassel Foulaïha, nous travaillons pour que l'action publique soit un moteur de développement. Nous espérons que cette étude ait pu contribuer à nourrir et à inspirer ce processus. Alors que notre pays subit des crises, nous sommes convaincus que pour sortir de cette impasse historique, on ne doit pas seulement produire un modèle nouveau de gouvernance, mais aussi un nouveau modèle de société où l'économie serait au service de l'humain, où le développement serait générateur d'épanouissement. Et c'est pourquoi je me permets d'adresser en mon personnel, mais au nom de toute l'équipe qui a travaillé longtemps assidûment dans des conditions difficiles ces derniers mois, agissons, un appel, agissons vite pour la culture, première ligne de défense des libertés, soutenons les industries créatives, utiles de survie économique, mais aussi politique et de résistance culturelle. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de la culture. Et la culture nous rend résistants, plus résistants, comme disait Ernesto Ottone de l'UNESCO. Agissons. Je vous remercie. Merci, Madame Oubayed. Je vous remercie. Et j'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à Monsieur Robert Lacombe, inspecteur général des affaires culturelles et conseiller pour la culture de l'ambassadeur Pierre Duquesne, chargé de la coordination du soutien international au Liban. Monsieur Lacombe, la parole est à vous. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le fond aux remarquables interventions qui m'ont précédé et au concert de louanges et de félicitations sur la qualité de ce rapport. Marie Buscaille disait que c'est au début des années 2010 que des études ont commencé à être produites en France sur le poids des industries culturelles dans le PIB national. J'ai l'honneur d'appartenir à un service, à un corps d'inspection au ministère de la Culture qui a justement en 2013 produit cette étude de référence sur le poids des industries culturelles dans le PIB d'une nation. Et nous voyons aujourd'hui, avec l'annulation des festivals à cause de la crise sanitaire l'an dernier, à quel point des pans entiers d'économie locales se sont effondrés. Je pense naturellement à la ville d'Avignon ou à Aix-en-Provence. Donc effectivement, poids économique considérable, comme le soulignait l'étude, mais aussi nécessité d'une politique publique ou deux politiques publiques. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que finalement, avec l'ambassadeur Duquesne, nous intervenons aux côtés du Liban, pour le Liban dans une perspective de early recovery, comme le disent les organisations internationales, une aide d'urgence, une aide humanitaire qui prend tout son sens dans cette situation dramatique que vit le pays, mais qui ne saurait en aucun cas remplacer les réformes structurelles qui sont à mettre en place dans ce pays, pas simplement dans les politiques culturelles, bien entendu, mais de façon générale. Donc, cette aide française que l'ambassadeur Duquesne est en charge de coordonner comprend plusieurs aspects: l'éducation, la santé, les infrastructures, l'urbanisme et évidemment la culture. Moi, je suis le point de contact culture. Donc, je représente le ministère de la Culture au sein de cette commission et je travaille naturellement en symbiose et en synergie très étroite avec vous tous et en particulier avec notre ambassade à Beyrouth pour en gros faire quoi dans cette perspective qui est d'abord une perspective d'aide d'urgence, c'est essayer de trouver des moyens financiers pour venir en aide directement aux artistes, par un programme de résidence en France que nous avons lancé, par des fonds de mobilité. Je sais que le fonds FANAC et le fonds Roberto Cimetta font partie des auditeurs ou des participants à cette réunion. Des plans également d'aide pour la restructuration ou la structuration du secteur du cinéma, des plans d'aide à la librairie. Vous avez évoqué les festivals tout à l'heure.
nous nous sommes également préoccupés de cette question avec Ibrahim Mahalouf et à l'initiative de notre ambassade à Beyrouth qui a pour la première fois réuni l'ensemble des festivals libanais dans une perspective complètement interconfessionnelle. Donc, nous essayons autant que faire se peut d'aider le Liban ou le secteur culturel libanais à se relever, mais rien ne remplacera la mise en place de politiques publiques garantissant non seulement la pérennité de ce que nous pouvons aujourd'hui proposer ou de ce que les acteurs culturels libanais peuvent proposer, mais aussi la liberté de leur expression, la liberté d'expression des artistes. Et on sait à quel point l'assassinat de Lokman Slim récemment a bouleversé les acteurs culturels libanais. Je voudrais terminer là-dessus. Pas de culture, pas de création sans liberté d'expression. Merci beaucoup. Oui, très vrai, Monsieur Lacombe. Je vous remercie, Monsieur Lacombe, et j'invite notre audience à visionner notre 3e film d'animation. حكينا عن أهمية القطاعات الثقافية بلبنان وعن الصعوبات يلي عم بتواجهها، بس شو هي الحلول؟ الحل ببلش مع الدولة اللبنانية المسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة عامة للثقافة بلبنان، وأهم ركائز هالسياسة العامة عددهم 4. أولاً نعدل ونطور القوانين حتى تصير عصرية وعادلة مع الفنان وكل العاملين بهالقطاعات الثقافية الحيوية. ثانياً ندمج الثقافة بالتربية من الحضانة للجامعة، ونعلم كل تلميذ وطالب معنى الثقافة ودورها وأهميتها تنبني أجيال جديدة قادرة تساهم وتحافظ على تراثنا وهويتنا. ثالثاً نبني شراكات داخل مجتمعنا ومع الخارج، يعني مثلاً مع البلديات تننشر الثقافة بالمدن والضياع بشكل عادل لكل أهل لبنان، والتشبيك مع الفاعلين بهالقطاعات للاستفادة من خبرتهم وتجاربهم، وكمان مع الخارج من مؤسسات للحصول على دعمهم المالي. أما الركيزة الرابعة فهي أنه ندخل التقنيات الحديثة على القطاعات الثقافية ونأمن للفنانين والتقنيين أدوات ليبرعوا بالعالم الرقمي، إن كان على المنصات الاجتماعية، تطبيقات الموبايل أو مؤثرات الفيديو والسينما. طبعاً في محاور تانية لازم يتم الشغل عليها كمان، مثلاً كيف نفعل العمل النقابي ونخلي جيل الشباب يآمن فيه، وكيف نطبق خطة إعلامية لنشر الثقافة بكل المناطق والفئات الاجتماعية بالأخص المحرومة. خلاصة الموضوع نحن عم نطالب بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بلبنان، لأنه الثقافة قلب نابض لمجتمعنا، اقتصادنا ولهويتنا الوطنية. Voilà, c'était notre dernier film. Maintenant, Madame Ajam, Monsieur Hariri, c'est à vous. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. J'aimerais commencer par remercier tous les acteurs qui ont participé à cette étude, et j'aimerais aussi commencer par les données de départ. Je voudrais marquer et insister sur les objectifs. Nous avons réussi à dresser un panorama économique des ICC assez détaillé. Nous avons identifié les obstacles structurels et réglementaires et nous avons formulé des recommandations et proposé des pistes d'action. À partir de ceci, l'objectif principal était bien sûr de démontrer le potentiel inexploité des ICC, mais surtout aider les décideurs à élaborer une politique publique nationale de développement des industries culturelles. Comment avons-nous procédé? Nous avons effectué un panorama assez général de 3 grandes industries, les arts du spectacle, l'audiovisuel et le design. Dans ces 3 grandes industries, nous avons fait un zoom sur 7 secteurs qui sont le théâtre, les festivals, le cinéma, les jeux vidéo, le streaming et ainsi de suite.
Maintenant, dans la classification des ICC, nous sommes très approchés des définitions de l'UNESCO. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que le volume des données est vraiment important. Là, j'arrive aux limitations et contraintes auxquelles nous avons dû faire face durant le processus de cette étude. Tout le monde sait l'instabilité politique, le manque d'infrastructures, la faible application. En plus, nous avons eu bien sûr au corona et le confinement. Notre vrai problème, lequel a vraiment impacté l'étude, c'est la catastrophe du 4 août. En fait, notre étude était à la base lancée dans une perspective de développement. Mais la date du 4 août a fait que c'est une vraiment conjoncture de catastrophe humaine. Il va falloir aujourd'hui passer d'une politique de développement à une politique de sauvetage. C'était en dehors des moyens et des termes de cette étude, mais nous espérons vraiment passer d'une politique de sauvetage à une réévaluation de l'impact du 4 août et de la faillite de l'État et de la dévaluation sur ces secteurs, et aussi pour inclure d'autres secteurs qui n'étaient pas dans cette étude et qui restent très importants, tels que l'édition et les médias, la publicité, qui ont toujours eu un poids dans les ICC au niveau de la création de richesses comme au niveau du développement. Maintenant, dans la phase quantitative, nous avons pu obtenir deux documents très importants. La base de données du ministère des Finances, toutes les déclarations fiscales depuis 2016 à 2019 de tous les contribuables appartenant à 38 secteurs des ICC, et ceci nous a donné à analyser 20 400 observations, juste pour vous donner une idée du volume. Pareil pour l'administration des douanes. Nous avons étudié l'import-export de 30 produits culturels et créatifs et nous avons analysé plus ou moins 600 observations. Au niveau qualitatif, nous avons eu à rencontrer beaucoup d'acteurs de tous secteurs confondus, de focus group, plus de 33 interviews avec des experts de chaque secteur. Donc, au niveau qualitatif aussi, l'effort a été énorme, mais malheureusement, il s'est arrêté aussi en date du 4 août à cause des difficultés de continuer cette phase sur le terrain. Maintenant, je vais donner la parole à mon ami et mon collègue Nizar Khalili pour qu'il vous donne une idée plus détaillée de la contribution des ICC à l'économie. Et après, on passera aux grandes lignes d'une politique en faveur des ICC au Liban. Nizar, la parole est à toi. Alors, merci beaucoup, Hassan, de me donner la parole. Permettez-moi aussi d'exprimer tout le grand plaisir et l'honneur que j'ai eu à collaborer sur ce rapport. Comme déjà souligné, l'importance principale de ce rapport, c'est qu'il nous offre, pour la première fois au Liban, des statistiques culturelles détaillées, donc au niveau le plus désagrégé possible, c'est-à-dire par sous-secteur, et notamment grâce aux déclarations fiscales obtenues par l'Institut des finances avec le soutien du ministère des Finances et des données trimestrielles. Donc, c'est un niveau de détail qui n'a jamais été ouvert à des chercheurs libanais auparavant. Pour ceux qui suivent de près l'évolution des études économiques sur la créativité au Liban et ailleurs, on sait que l'effort, comme ça a déjà été dit, l'effort a commencé principalement à partir de 2004 et s'est accentué à partir de 2010 à travers le monde. Au Liban, c'est pareil, on a des études et un grand effort qui a été fourni entre 2004 et 2014 pour estimer la contribution économique de la créativité et la contribution économique des ICC. Malheureusement, ces données s'arrêtent pour le Liban en 2014 et nous ne disposions pas
d'études plus récentes, de chiffres plus récents, d'études plus globales. Et toutes les études que nous connaissons et que nous citons tous, celles des Nations Unies, de McKinsey ou de la Banque mondiale, s'appuient sur des chiffres de 2014. D'où la nécessité de compléter ce tableau, et c'est ce que ce rapport offre en fait, c'est une comptabilité nationale du secteur culturel et créatif, donc ce qu'on peut appeler des comptes satellites pour la culture entre 2016 et 2019. Ce qu'on voit ici, c'est que entre 2016 et 2019, le secteur, s'il est pris dans sa globalité, il conserve plus ou moins son poids relatif dans l'économie libanaise, c'est-à-dire un poids qui est compris entre 4,7% et 5% du PIB au Liban, donc un poids qui reste relativement inchangé. Le secteur globalement pris, il épouse le mouvement de l'économie libanaise, c'est-à-dire une légère croissance jusqu'en 2017, une stagnation en 2018 et bien sûr une forte récession à partir de 2019. Bien sûr, si le secteur globalement reste inchangé, ou en tout cas son poids relatif dans l'économie nationale reste inchangé, par contre, si on regarde à l'intérieur les différents sous-secteurs et leur évolution, là, on a vraiment des enseignements très, très instructifs. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les différents graphiques ici. Peut-être, est-ce qu'on peut augmenter un petit peu pour voir un peu mieux les différentes évolutions. En tout cas, comme j'ai dit, nous avons pu obtenir une comptabilité détaillée pour la moitié des activités créatives entre 2016 et 2019. C'est-à-dire on a pu obtenir une comptabilité extrêmement détaillée au niveau le plus désagrégé possible pour 1 milliard sur les 2 milliards. Donc il y a la moitié qui reste pour nous invisible pour différentes raisons, qu'il ne s'agit pas de détailler ici, mais par exemple, il y a des secteurs pour lesquels il n'y a pas de déclaration fiscale, notamment dans le domaine de l'artisanat, qui pèse beaucoup au Liban, bien entendu. Il y a bien sûr des services créatifs qui ne sont pas comptabilisés, ni au ministère des Finances, et encore moins au niveau des exportations. Donc, les données des douanes, ça concerne principalement les produits, les biens, et pas les services. Donc, on s'appuie principalement sur la comptabilité des activités visibles et déclarées, donc le 1 milliard sur les 2 milliards. Ce qu'on voit, finalement, c'est le schéma qui est devant vous. On voit que finalement, le secteur de l'édition et de la presse conserve sa première place comme le sous-secteur le plus important, qui pèse donc quelques 50% du secteur créatif. C'est un poids extrêmement important en 2016. Mais par contre, c'est un secteur en récession, c'est-à-dire que son poids relatif est en baisse. Il ne pèse que quelques 40% en 2019. Donc, un secteur qui est constitué jusqu'ici un avantage principal pour le pays. La moitié des exportations libanaises étaient considérées jusque-là comme étant des exportations de livres, de magazines, etc. Mais c'est un secteur qui voit un poids relatif en baisse. Et par contre, c'est la joaillerie qui prend le dessus. Donc, le secteur des bijoux de manière générale, mais principalement aussi, on a réussi à l'intérieur du secteur des bijoux, d'étudier un peu de manière plus détaillée les activités créatives de design de bijoux. Donc la joaillerie créative devient le deuxième sous-secteur en termes de création de revenus et de richesses, passant par exemple de 160 millions de dollars en 2017 à 246 millions de dollars en 2019. Et surtout, et ça c'est le plus marquant, avec des exportations, par exemple, en 2019, dépassant les 1,4 milliard de dollars, ce qui nous permet de dire que la joaillerie devient véritablement le principal avantage comparatif du pays. Ensuite, si on regarde plus particulièrement les arts du spectacle, ce qu'on voit, c'est que les arts du spectacle est effectivement un secteur en récession, voire en crise. Et on peut même dire qu'à partir de 2019 jusqu'en 2020-2021, c'est un secteur en danger. Nous avons donc parlé d'art en danger, notamment avec la suspension des activités
spectacle vivant, l'absence de festivals qui constituent donc bien sûr une ouverture parfois exceptionnelle pour beaucoup d'artistes libanais. Sauf que la bonne nouvelle pour nous, c'était de découvrir quand même que ce secteur des arts du spectacle et des arts de la scène et des festivités pèse quand même 10% du secteur créatif, c'est-à-dire quelque chose qui serait autour de 100 millions de dollars par an. Donc, ça varie entre 82 millions et 114 millions de dollars par an. Donc, 114 millions de dollars par an en 2017, par exemple, l'année de pic. Et ça, c'était pour nous une très bonne nouvelle de pouvoir chiffrer et de peser vraiment la contribution de ce secteur, parce que généralement, et à travers le monde, c'est l'un des secteurs qui est le plus dépendant sur les subventions étatiques. Parfois, dans certains pays, il est quasiment exclusivement dépendant sur les subventions. Or, dans un pays où véritablement, c'est la logique marchande qui domine, c'était une très bonne nouvelle pour nous de voir et de mesurer et de chiffrer et de démontrer en fait l'importance de ce secteur à la création de richesses et on va le voir aussi à la création d'emplois. Bon, pour ne pas trop tarder, bien sûr, l'étude est très, très, très riche. Il y a beaucoup de choses à citer. Ce que nous avons pu voir également, c'était l'importante contribution des technologies de l'information et de la communication avec leur fort potentiel exportateur, qui lui, par contre, reste difficilement chiffrable, c'est-à-dire, puisqu'on parle principalement de ces services, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne rentre pas nécessairement dans les données de la douane. Donc, si on constate de manière générale que ce sont principalement la presse et l'édition ainsi que la joaillerie qui sont les seuls secteurs qui peuvent connaître des balances commerciales positives, ou en tout cas qui ne connaissent pas des déficits commerciaux récurrents. Par contre, les tissus constituent un fort potentiel exportateur, même s'il reste difficilement chiffrable. Donc, c'est la dernière. Oui. Concernant maintenant l'emploi créatif, là, c'est véritablement on est face à une boîte noire. Et ça ne concerne pas uniquement le secteur créatif au Liban, c'est-à-dire on est face véritablement à une grande énigme, c'est le marché du travail et de l'emploi dans tous les secteurs. Et bien sûr, au niveau de l'emploi créatif, les situations est également très, très difficiles à analyser. Bien sûr, ça c'est pas un secret, puisqu'il n'y a pas de véritable volonté de produire un système d'information fiable sur le marché du travail. C'est-à-dire que les 2 enquêtes sur la population active de l'administration centrale des statistiques dans les 2 dernières décennies, c'était en 2007 et en 2018. En comparant les deux, on voit que finalement, l'administration centrale des statistiques nous donne 13 000 emplois créatifs uniquement. Donc, chiffre qui est complètement en contradiction avec ce que nous, on constate et ce qu'on voit devant nos yeux. On a essayé un peu donc, de défricher ce terrain, d'ouvrir cette boîte noire, mais là, il y a un véritable besoin de plus d'études là-dessus. Ce qu'on a réussi à faire, bon, ça dépasse un peu le cadre de notre étude, mais ce qu'on a réussi à voir, c'est d'ajouter à ces 13 000 emplois qui sont donc principalement des emplois formels, à temps plein, donc tels qu'ils sont repérés et identifiés par l'administration centrale des statistiques. On a réussi à ajouter donc quelques 25 000 emplois dans les sous-secteurs de l'information et de la communication, plus 60 000 emplois de travailleurs dans les professions scientifiques, ce qui nous permet de considérer que la population créative active peut se chiffrer à un minimum de 100 000 personnes, de 100 000 travailleurs et travailleuses, c'est-à-dire quelques 5,8% de la population active. Ça, c'est vraiment, si on veut être dans l'estimation la plus pessimiste possible, mais si on inclut et si on ajoute à ça les travailleurs qualifiés de l'industrie, dont la part créative est impossible à estimer, on peut avoir un maximum de 362 000 emplois créatifs. Bien sûr, ça, c'est le maximum ou le plus optimiste, non, mais tout en sachant que dans ces chiffres-là, on n'inclut pas les métiers annexes de l'éducation, de la santé, les médecins par exemple, ni les architectes ou les ingénieurs, dont une grande partie de leur activité peut être également considérée comme créative, et qui rentrent au contraire
dans d'autres catégories. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à ma collègue Mahassan. Maintenant, j'aimerais un peu mettre le focus sur les piliers d'une politique publique de la culture. Après la collecte des données et l'analyse de toutes ces données collectées, nous avons, et après surtout avoir obtenu le input de tous les acteurs que nous avons vus, y compris un team d'experts légaux, nous avons conclu que la politique nationale de la culture, en tant que vecteur de croissance économique et surtout en tant que garantie de l'identité nationale, se base sur 4 piliers. Le premier, et auquel je tiens vraiment beaucoup et j'aimerais développer un peu, c'est la refonte de la gouvernance. Le second étant la synergie avec l'éducation, partenariat et innovation. Pourquoi j'aimerais insister sur la refonte de la gouvernance des ICC? Parce que sans ce pilier-là, les efforts effectués dans les autres piliers risquent de ne pas aboutir. On commence au niveau structurel par la définition du statut de l'artiste. Malheureusement, même la procédure d'obtention est très difficile et passe par 5 étapes pour à la fin revenir au ministère de la Culture qui en décide sans critères vraiment clairs. Pareillement pour le financement de la Caisse mutuelle des artistes. À partir de ça, une autre entrave structurelle, c'est le corpus législatif. Il a l'air riche, mais en fin de compte, il est plein de lacunes. Même la loi du travail n'inclut pas les travailleurs à temps partiel. Les exonérations de d'impôts et d'impôts s'appliquent à des secteurs, alors qu'à d'autres assez importants et qui doivent être une source de financement de l'État, alors que d'autres payent beaucoup d'impôts, alors qu'ils auraient dû être exonérés, tels que le théâtre, les festivals. Je donnerai par exemple le cas des festivals, alors qu'ils sont des associations. Le ministère des Finances avait décidé qu'ils sont des concurrents au privé et donc les impose comme s'ils n'étaient plus des associations. Les problèmes de la censure sont évidemment cruciaux et il va falloir aussi clarifier, remanier la procédure d'application. Je ne vais pas aller trop dans le détail de tout, sinon on en finira dans une demi-heure. Le cadre fiscal et douanier, nous avons déjà parlé de ça. Et nous manquons beaucoup d'un cadre national de statistiques culturelles et d'une base de données propre des ICC. Il suffit de regarder comment la base de données de la TVA au ministère des Finances est construite. La dernière découverte, c'était le rôle des syndicats. Malheureusement, il reflète une situation politiquement corrompue. Donc, il va falloir pallier à la faiblesse de l'affiliation, surtout des jeunes. Il va falloir encourager les syndicats à s'organiser et à fédérer. Maintenant, je passe aussi et surtout vers un pacte national de la culture qui contient les 3 autres piliers les plus importants. Parce que nous pensons comment est-ce qu'on peut garantir une continuité du rôle de la culture sans garantir aux générations futures un accès équitable. Donc, nous croyons fermement qu'il va falloir accroître les synergies avec le système éducatif libanais. Il va falloir, le besoin est immense en matière de formation professionnelle d'excellence. Et quand je dis d'excellence, ça inclut les secteurs à fort potentiel et avantages compétitifs. Nous pensons surtout au secteur de la mode et de la haute couture, de la formation professionnelle, de la joaillerie. Et nous avons même proposé des projets et des pistes d'action, comment faciliter l'accès à la culture pour la jeunesse en impliquant tous les acteurs des ICC à travers tout le pays, avec les écoles et lycées et les municipalités. On a aussi insisté sur la nécessité de diversifier les partenariats. Il faut savoir, par exemple, que le Liban n'a pas encore ratifié ou signer des accords et des conventions
entre des acteurs européens et libanais et qu'il va falloir réétudier ceux qui s'adaptent à la politique nationale de la culture et accélérer ce processus de signature et de ratification. Pareil pour la mise en réseau de tous les professionnels, comment construire une base de données, comment créer des plateformes avec des solutions de e-commerce sécurisées, parce que c'est une des difficultés que certains artistes et acteurs des ICC doivent faire face. Quelles sont les solutions de e-commerce possibles? Quelles sont les pistes d'action, donc, en fonction de ces piliers que nous considérons nécessaires à court et moyen et long terme? Nous commençons par les secteurs sinistrés, les arts du spectacle et le cinéma libanais. Plusieurs pistes d'action aussi ont été proposées, des performances dans des lieux publics, dans des écoles. On revient au partenariat, financer des projets artistiques pour le théâtre, les festivals, essayer de baisser le prix du billet qui était entre 8 et 9 dollars. Et aujourd'hui, très, très peu de Libanais peuvent se permettre ce coût-là. Maintenant, à moyen et long terme, il va falloir aussi étudier et montrer, et prouver, et financer et développer les avantages compétitifs de certains secteurs. Nous pensons essentiellement au secteur du design. Par exemple, dans le domaine de la mode et de la haute couture, il y a des potentiels et des niches auxquels nous n'avons pas pensé. Par exemple, le sous-secteur des accessoires, le sous-secteur de la maroquinerie, du mobilier moderne. Il y a dans le secteur du design, même si c'était en dehors du cadre de l'étude, mais à travers les chiffres que nous avons pu obtenir, nous savons que là, il y a des avantages compétitifs assez importants. Pareil pour le secteur des bijoux. Maintenant, dans les nouvelles technologies, les applications, le streaming et les jeux vidéo et tout ça, nous savons jusqu'en 2018 que le Liban bénéficiait d'excellents avantages, la jeunesse, la créativité, le soft power de Beyrouth et des médias. Je ne sais pas aujourd'hui, avec l'image de Beyrouth dévastée par la pauvreté et l'insécurité, comment on doit reconstruire ce soft power et garder aussi et surtout la liberté des médias et de la parole. Certains axes d'intervention parallèles sont aussi importants que les piliers qu'on pourrait développer en parallèle. Évidemment, insister sur le rôle des femmes dans les ICC. Elles représentent plus de 70% des acteurs, alors qu'elles n'ont que 5% des entreprises et 3% des prix bancaires. Comme mes collègues viennent de le mentionner aussi, comment impliquer beaucoup plus la diaspora libanaise dans son appui aux ICC, y compris la solidarité. Et je pense spécifiquement aux actions d'archivage des biens et services culturels. Je crois qu'ici, nous avons un trésor national qu'on pourra exploiter pour l'export. Et en matière de communication, pour construire de nouvelles générations qui ont accès à la culture, on pourrait, par exemple, penser à augmenter le temps de broadcast, à créer des synergies entre les médias audiovisuels, l'archivage et tout ça. Et éventuellement, si les fonds sont disponibles, lancer des campagnes qui encouragent à l'affiliation aux syndicats et d'expliquer quel est l'intérêt de chaque jeune acteur de jouer pleinement son rôle à ce niveau pour défendre ses droits. Et en fin de compte, j'aimerais vous rappeler que le rapport complet qui sera publié dépasse les 250 pages sans les annexes. J'aimerais aussi rappeler que la présentation complète de toutes les données de l'étude en PowerPoint, en slides, sera publiée aujourd'hui aussi sur les sites de l'Institut des finances et de l'Institut français. Et en fin de compte, j'aimerais aussi demander aux bailleurs de fonds de nous aider à mettre à jour cette étude pour inclure
pour évaluer l'impact de toutes les crises dans lesquelles le Liban passe. Et deuxièmement, pour inclure les secteurs importants qui n'ont pas été étudiés dans le cadre de cette étude, tels que essentiellement l'édition, les arts visuels et les médias et publicités. Nous pensons sincèrement qu'il y a aussi beaucoup d'avantages compétitifs dans ces industries qu'il va falloir étudier, approfondir. Et je remercie en fin de compte tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration de cette étude. Nous espérons qu'elle va construire une ligne de base pour tous futurs chercheurs, pour tous futurs décideurs, pour que nous puissions tous participer au développement, au sauvetage, puis au développement des ICC au Liban. Là, merci Mahassen et Nizar. Je vous remercie infiniment pour ces petits... Oui, bon, voilà, je vais me tourner vers l'audience maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le Q&A box qui est en dessous. Il y a déjà 4 questions. Je vais commencer à regarder ça et puis nos experts vont essayer d'y répondre. À moins que l'un des intervenants, nos panélistes, quelqu'un veuille dire quelque chose avant de commencer avec les questions-réponses. C'est bon? On y va? OK. Donc, voilà. Nisrine Haddad nous demande à propos de l'importance de la sensibilisation de ce secteur sur la propriété intellectuelle pour pouvoir gérer ses droits et les protéger efficacement. Une première question de la part de Nisrine Haddad, Nizar, Mahassen, si l'un de vous voudrait essayer de répondre, sur l'importance de la sensibilisation de ce secteur sur la propriété intellectuelle pour pouvoir gérer ses droits et les protéger efficacement. Je peux répondre. Vas-y. Vous savez très bien quelles sont les difficultés que le Liban doit faire face, auxquelles il doit faire face en matière de propriété intellectuelle, que ça soit non seulement dédié aux ICC, mais aussi pour beaucoup d'autres secteurs. Maintenant, nous avons évidemment mentionné quelques pistes d'action à ce niveau, mais en fin de compte, nous savons très bien que tant qu'il y a, et on doit l'avouer, tant qu'il y a de la corruption à ce niveau, tant que l'État ne joue pas son rôle, tant que les lois ne sont pas appliquées, il serait quand même difficile de régler l'affaire des droits d'auteur dans ce cadre. Bon, une autre question de quelqu'un d'anonyme. Can the French governance model of MOC, Ministry of Culture, je pense qu'ils veulent dire national, and DRAX, regional, be replicated in Lebanon for the industrial sector, for the cultural and sector? If not, what would be envisioned as the optimal governance model for the sector? Vous voulez que j'essaye de traduire? C'est bon, tu peux répondre, Lisa? Okay. Alors, c'est une question très, très compliquée qui nécessiterait des heures de réflexion et de débat aussi. Mais on peut dire de manière générale, si on veut synthétiser de manière presque schématique, caricaturale, les politiques culturelles à travers la Méditerranée, on peut considérer qu'il y a un modèle, en tout cas, très orienté par les politiques de l'État et qu'on trouve principalement en Afrique du Nord, le Maroc ou la Tunisie ou l'Égypte, par exemple, avec une forte intervention de l'État, forte importance des syndicats également, des unions d'artistes, etc. Et on a des modèles qui sont plus orientés par le marché, où l'État ne joue pas nécessairement de grand rôle. C'est le cas, par exemple, de la Palestine ou du Liban. Donc, venir dupliquer un modèle, je dirais même pas français, mais même le modèle égyptien au Liban, ça ne marche pas. C'est un secteur qui se portait très bien. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un secteur qui a réussi à devenir un peu la marque distinctive de notre économie dans les années précédentes. Je ne suis pas du tout en train de louer les vertus d'une économie
qui serait principalement orienté par le marché. Mais je veux dire, le modèle, pourquoi pas, il y a certainement de grandes vertus dans le modèle français et qu'on pourrait imaginer pour le cas libanais. Mais c'est un modèle qui fonctionne avec un grand dynamisme qui lui est propre. Il s'agit principalement d'abord aujourd'hui de réfléchir comment éviter les interventions néfastes de l'État dans le secteur créatif. Ça, c'est la priorité aujourd'hui. Dans nos recommandations, on n'est pas en train de dire, en tout cas, dans les entretiens que nous avons eus, c'est un point récurrent qu'on trouve chez tous nos interlocuteurs. Et on veut que l'État nous laisse travailler. On veut que l'État nous laisse exporter. Il faut que l'État nous aide, pas qu'il nous subventionne, mais qu'il nous laisse exporter nos films dans les festivals sans payer 10 fois des droits de douane sur le même film, etc., etc. Donc, je pense que la question, bien sûr, mérite une grande réflexion sur le modèle de la culture qu'on veut au Liban et le modèle des politiques culturelles qu'on souhaiterait avoir pour le pays. Et je pense qu'on a certainement besoin d'études comparatives dans ce sens-là. Oui, merci Nizar. Une autre, bon, c'est pas une question, mais peut-être une réflexion de la part de Josiane. Bonjour, la moyenne du prix d'une place de théâtre avant variait entre 30 000 et 45 000 livres libanaises, voire 20 à 30 $. Actuellement, pour pouvoir monter un spectacle de qualité, une pièce de théâtre, le billet le moins cher ne peut pas être à moins de 50 000. Les prix des places doivent varier entre 50 000 et 150 000 quand le dollar est à 12 000 livres. Hassine, tu veux dire quelque chose sur ça? Oui, j'aurais aimé ajouter quelques notes, quelques exemples sur le rôle de l'État. À part la faillite de l'État, donc il ne peut absolument plus subventionner les secteurs qui sont en péril, tels que les arts du spectacle et le cinéma. Donc, si on pense aux sources de revenus des arts du spectacle, historiquement, ils étaient entre 30 à 50% du mécénat et du sponsoring, un tiers qui vient de la billetterie et 11% de sources différentes autres que le mécénat. Maintenant, aujourd'hui, la partie de l'État a disparu. Le mécénat du secteur privé, qui est aussi en chute libre, ne sera plus disponible. Donc, il va falloir réfléchir à d'autres sources de financement. Et là aussi, l'État bloque. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans le secteur du théâtre informel, pas mal de jeunes acteurs ont trouvé des solutions de vendre leur spectacle au niveau régional ou international, mais ils ont affaire à faire face aux banques pour ouvrir un compte en dollars, pour les charges, pour pouvoir les retirer et ainsi de suite. Donc, tout concourt pour que l'essentielle source de sauvetage ne viendra, à mon avis, pas du privé ni de l'État. Alors que si nous regardons le rôle de l'État dans des pays comme la France, même comme l'Égypte, les budgets alloués par les États pour sauvegarder certains sous-secteurs qui, de toute manière, ne pourront jamais survivre sans l'apport de l'État, et je pense au théâtre, à l'opéra. Là aussi, on a encore plus besoin pour sauver ces sous-secteurs de l'aide des bailleurs de fonds. Quand on réfléchit aussi que l'État ne fait pas payer la joaillerie et les taxes, il paye beaucoup moins de taxes en pourcentage et en valeur que les festivals ou que le cinéma. Donc, il y a vraiment matière à réflexion et au changement de cette donne. Merci Mahassine. Madame Buskay, vous aviez une question ou bien vous vouliez dire quelque chose? Je voulais réagir sur la question précédente, sur le modèle, entre guillemets, que pourrait constituer le ministère de l'Éducation français ou pas, mais je sais que Robert Lacombe voulait réagir aussi sur ce sujet. Je pense qu'il y a, en complément de la réponse qui a déjà été faite et qui est très pertinente, il
il y a des modèles notamment, des éléments notamment dans le domaine des taxes, et on y revient régulièrement dans la discussion aujourd'hui, du statut aussi, puisque l'une des toutes premières propositions que vous faites, c'est la création d'un statut d'artiste. Donc il y a quand même des éléments à apporter, mais nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que le modèle français n'est pas totalement réplicable. Et je crois que ce que je voulais simplement ajouter, je crois que c'est la raison pour laquelle nous serons d'autant plus efficaces pour accompagner la relance du secteur des industries culturelles et créatives au Liban, que nous diversifierons les interventions des bailleurs de fonds, parce que nous avons chacun notre expertise à apporter et notre point de vue, notre expérience à partager. Oui, moi je voudrais juste abonder dans le sens de Marie Busquet. Aucun modèle de toute façon n'est réplicable en tant que tel. Et puis la structuration des politiques culturelles en France depuis la création du ministère de la Culture et des DRAC obéit aussi à une histoire très particulière qui n'est évidemment pas celle du Liban. En revanche, la nécessité d'associer pleinement les acteurs locaux, qui sont les acteurs du développement des territoires, c'est-à-dire les municipalités, les provinces, les départements, à l'élaboration des politiques culturelles, à la prise en compte aussi de cette notion nouvelle et très importante des droits culturels. Oui, c'est important. Donc qu'il y ait une part régionale dans les politiques culturelles et qu'il faille décentraliser une partie des crédits pour soutenir la culture, oui, bien sûr. En ce sens, le modèle français peut être parmi d'autres modèles, je pense au modèle britannique, au modèle allemand, une source de réflexion, mais c'est évidemment au Liban de trouver son propre modèle de politique publique en faveur de la culture. Oui, c'est vrai. Hassan, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement. J'aimerais essayer, parce que j'ai oublié de mentionner que durant la phase qualitative, nous avons, avec l'aide de l'Institut français, lancé une enquête auprès de plusieurs municipalités et fédérations de municipalités qui se sont essentiellement concentrées sur leur programme en culture, leur budget et leur infrastructure pour éventuellement après, quand on va créer la synergie entre le système éducatif et au niveau national avec les municipalités, on puisse définir les besoins, que ce soit en termes d'infrastructure, d'électricité, même de connexion, même dans les petits villages. Et nous pensons que les municipalités auront un grand rôle à jouer plus tard dans le sauvetage et la dissémination de la culture vers les jeunes générations. Oui, excusez-moi, mais il faut que j'enlève le son à chaque fois parce qu'on est à 3 dans la salle. J'ai beaucoup de questions ici. Naïla Defrege, est-ce que les responsables de l'État concernés directement par les ICC montrent de l'intérêt à cette étude? Sont-ils présents aujourd'hui? Sinon, comment faire pour qu'ils prennent des décisions adéquates? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? Lamia? Je pourrais prendre la relève sur cette question qui est tout à fait, qui va droit au but. C'est l'absence un peu de cette décision publique, de ce pouvoir public qui nous est particulièrement lourd. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est au fait, c'est pourquoi j'ai parlé de coalition, j'ai parlé de travail en partenariat avec les différentes organisations, et c'est pourquoi j'ai parlé de groupes de pression, parce que cette étude doit être aujourd'hui transformée en action, et donc transformée en un espace d'action. Nous ne les avons pas avec nous, mais nous les aurons à force de militantisme, parce que je pense que c'est le mot.
Oui, merci Lamia, absolument. J'ai Hala Mougani qui demande, j'aurais aimé savoir si vous avez des éléments de réflexion sur le leadership institutionnel qui pourrait prendre en charge une telle stratégie. Est-ce que le ministère de la Culture est actuellement capable de la mener? Si oui, comment? Sinon, que faire pour qu'il en soit capable? Oui, oui, on a dit que dans l'étude, vas-y, laisse-moi ça. Oui, à mon avis. Oui, à mon avis, c'est une question qui rejoint la précédente. Et je rejoins parfaitement ce qu'a dit Madame Bayed là-dessus. C'est-à-dire que c'est à partir d'approches bottom-up qu'il faut procéder. Il faut qu'il y ait des individus, des groupes et des institutions qui portent ces politiques-là dans l'espace public, à commencer par les créatifs, les artistes eux-mêmes, par le regroupement, par des regroupements professionnels qui d'ailleurs sont en train de voir le jour et qui sont en train de s'activer, jusqu'au niveau du leadership institutionnel, comme ça vient d'être posé ici, là, dans la question. Après, la faiblesse des équipements et leur insuffisance au Liban, elle est claire, ce qui fait que finalement, les grands acteurs institutionnels sont très, très peu nombreux, on les connaît tous. Cela dit, il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est une arène qui est encore ouverte. Il n'y a pas un grand nombre d'acteurs, ça aussi, ça a ses avantages. Les coalitions sont très faciles à faire, les gens se connaissent et donc, on a déjà beaucoup de structures qui s'activent énormément. On les a vues, par exemple, après l'explosion du port de Beyrouth. Mawlid Saaf et AFOC, l'Institut des finances, l'Institut français. Et les activités, voilà, les activités de soutien d'urgence, par exemple, au secteur. Bien sûr, hein, à côté de ces grands acteurs institutionnels, il y a également beaucoup d'initiatives qui sont en train d'émerger aussi par le financement participatif, etc. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs qui entrent en scène, mais les acteurs institutionnels sont pas très nombreux et la possibilité de coordonner une action commune, elle est, à mon avis, très potentiellement faisable et nous devrions œuvrer tous là-dessus. Donc, il n'y a pas un leadership, une institution qui doit porter tout cela. Certainement pas le ministère de la Culture, mais en tout cas une coalition entre les grands acteurs qui sont déjà des acteurs incontournables sur la scène. Ok. Concernant l'industrie de la mode et la couture, quels sont les principaux avantages comparatifs que vous avez pu identifier? Mode, couture? Moi, je m'en occupe. Pour l'étude du secteur de la mode, nous avons à la base, dans la première phase, discuté avec nos collègues français sur le potentiel, par exemple, de la haute couture. C'est un très fort point de soft power. Nous avons estimé que c'est un secteur qui a un potentiel économique assez important, mais durant l'étude, nous avons commencé à voir un peu le secteur du textile en général au Liban et on a découvert que de 1770 usines de textile, il ne reste même pas 400. Après le textile, nous sommes descendus vers l'habillement. Et là aussi, la surprise était que dans l'habillement en soie, il y avait 50% seulement de vêtements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'accessoires de mode. Il y avait beaucoup de mode prêt-à-porter, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour les enfants. Et là, c'est une niche qui représente à peu près, je crois, 37%. Je n'ai pas tous les chiffres, 34%. Et 11% pour la maroquinerie. Donc là, nous pensons qu'il y a des niches qui sont prêtes à se développer assez rapidement. Et puis après, nous sommes arrivés à la haute couture. Il y avait avant le 4 août 40 entreprises, grandes maisons, mais elles ne généraient un chiffre d'affaires du pays que 40 millions de dollars. Pourquoi? Parce que la majorité utilisait Beyrouth comme une vitrine
mais la production haut de gamme se faisait en France. L'apport des matières premières qui sont très imposées, très taxées, vraiment. Tout ça a fait qu'ils ont fui. Ils utilisaient Beyrouth comme une image de marque que tout le monde apprécie. Donc, il y a plusieurs sous-secteurs qui ont beaucoup souffert du rôle de l'État. On aurait préféré quand même qu'il n'y ait pas du tout d'État, ça aurait marché beaucoup mieux. Malheureusement, aujourd'hui, il va falloir qu'on réfléchisse sans lui, d'ici qu'il y ait un changement politique de fond. Merci Mahassen. On a encore beaucoup de questions. Je vais essayer d'en prendre une ou deux maximum et on essaiera de répondre à toutes les questions peut-être plus tard. On trouvera un moyen, on va voir avec l'Institut français comment on va essayer de répondre à toutes ces questions et les mettre sur notre site web. Marie Khouli, dans un pays secoué à toutes les crises possibles et inimaginables, est-il possible de sauvegarder le secteur culturel et créatif qui est frappé par l'émigration des cerveaux et des talents? C'est bon. Peut-être que je pourrais donner un élément de réponse, même si pas nécessairement ça nous arrange. La fuite des cerveaux du Liban, elle est sûre, nous la vivons tous chaque jour. Nos amis, nos collègues, les créateurs, on les voit tous partir chaque jour. Mais il faut aussi penser qu'il y a une nouvelle population qui arrive sur le marché, les réfugiés syriens. Ils ont un potentiel de créativité très énorme, que ce soit dans les arts visuels, que ce soit dans les ADS, et ils commencent vraiment à faire partie du cycle économique du pays. Mon expérience personnelle, je donne juste un exemple, dans les arts visuels, ce qui se vend le plus aujourd'hui sur le marché libanais et qui est vraiment en croissance, c'est le travail des artistes syriens, parce qu'ils sont moins chers que les artistes libanais. Une des raisons d'ailleurs. Et avec la fuite des artistes libanais, ils peuvent remplacer. C'est pareil pour d'autres secteurs aussi. Je pense à un secteur qui n'est pas inclus dans notre étude, mais que nous avons découvert à travers les chiffres de la douane et du ministère des Finances. Le secteur du savon et des huiles essentielles. Il y a une expertise historique dans la région, dans ces deux sous-secteurs. Aujourd'hui, si on se promène à Beyrouth, il n'y a plus de Libanais qui s'occupent de faire très, très peu. Un à Saïda et un à Tripoli et tous les autres, ceux de Beyrouth ont disparu. Et on voit la naissance de nouveaux boutiques et usines qui arrivent, qui fouillent Alep, qui fouillent les sites historiques de ces industries et qui viennent s'installer au Liban. Pareil, je dirais aussi pour, supposons, l'éducation. Dans l'éducation, dans le textile, dans le textile, 70%, il y a des pourcentages énormes de femmes. Auparavant, elles représentaient 77% dans le textile. Là, il va falloir une formation d'excellence pour qu'elle ne reste pas au niveau de la petite couture et qu'on puisse passer à la très haute qualité, mais aussi on voit l'arrivée avec la compétition des femmes syriennes contre les femmes libanaises. Donc, il va falloir aussi réfléchir à des solutions qui intègrent et qui fassent qu'il y a moins de clash. Donc, je ne sais pas si l'arrivée des Syriens peut être une des solutions possibles à la fuite des cerveaux, mais il va falloir quand même admettre qu'il y a beaucoup de changements sur le terrain durant ces dernières années. Bon, je vais passer une dernière question parce qu'il est 4h28. Donc, l'industrie cinématographique offre maintenant de grandes opportunités aux investisseurs de transformer leur argent détenu dans les banques en dollars frais, en finançant le contenu audiovisuel, films et séries. Y a-t-il une tentative de pousser à la création de la Commission nationale de l'audiovisuel libanais qui peut réglementer l'industrie et encourager les investissements dans le secteur?
Il y a beaucoup d'autres questions sur le cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse un petit peu tout le monde. Nizar, tu veux dire un mot, s'il te plaît? Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cet encouragement à mettre ses dollars dans des films parce que les films, on les exporte et ça serait une très bonne manière de transformer ces dollars en flash money en passant par la création de films. C'est une drôle de manière de voir la créativité. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, on s'appuie probablement sur l'expérience des western spaghetti avec l'Italie et tout, mais je ne sais pas si, si ça fonctionnerait comme ça. Donc, je pense que ce que l'Italie offrait, c'était principalement des espaces pour le tournage. Et d'ailleurs, Madame de Frege insiste beaucoup là-dessus. Ce que nous devrions faire en termes de politique pour encourager le secteur du cinéma, c'est d'abord que le Liban devienne une destination pour les films étrangers, tout en encourageant bien sûr les coproductions et que les Libanais puissent également produire et continuer à produire et continuer à exporter leurs films à travers le monde et dans les festivals. Mais voilà, la transformation des dollars en flash money, ça présuppose qu'il y ait un lancement avec des infrastructures appropriées pour que également des investisseurs étrangers viennent mettre de l'argent au Liban pour pouvoir développer leurs films au Liban, etc. Chose qu'on n'a pas encore à présent. On n'a pas vraiment une politique qui cible cela. On ne donne pas davantage aux producteurs étrangers pour venir filmer au Liban. Par contre, voilà, pour parler très rapidement, le cinéma, comme on l'a vu dans notre étude, garde une proportion stable au sein du secteur créatif. Mais par contre, en termes de volume d'activité, ça augmente considérablement. C'est un secteur qui a connu quelque chose qui ressemblerait à un âge d'or, donc en tout cas une croissance jusqu'en 2017, un pic atteint en 2017. La crise actuelle est venue vraiment stopper, arrêter un élan dans un secteur qui avait beaucoup de potentialité. Je suis sûr que c'est un secteur qui va continuer sur son élan de croissance, même si les 2 dernières années ont freiné quelque part cet élan. Mais je suis sûr que c'est un secteur qui continuera sur sa lancée, mais pas nécessairement uniquement et principalement à ces investissements dont on parlait ici. Puisque de toute manière, c'est un secteur qui dépendait beaucoup aussi sur le mécénat, sur des financements externes. Concernant juste le rôle de l'État, le CNC libanais, etc. Bien sûr, il y a des initiatives qui vont dans ce sens. Là aussi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'État arrête aussi ces interventions néfastes dans ce secteur, qui laissent les acteurs de ce secteur développer leur action culturelle, ou en tout cas leur apporte le soutien lorsqu'il le faut et lorsque ça ne coûte rien à l'État en termes de subventions. C'est-à-dire qu'il y a des accords de coproduction qui ont été traités, élaborés et préparés et que l'État ne donne pas suite alors que ça ne coûte pas grand-chose à l'État de le faire. Donc, en temps de récession économique, si les subventions étatiques en viennent à manquer, au moins l'État peut aussi contribuer autrement par le soutien institutionnel et c'est ça qui peut-être aujourd'hui serait le plus manquant. Merci. Merci Nizar. Beaucoup d'autres questions. Encore une fois, je vais vous dire qu'on est désolé. On dit, Madame Oubayed a tout à fait raison, il n'y a que le lobbying et la pression qui pourront fonctionner afin que la politique globale de l'État évolue. C'est vrai, je suis désolée, mais nous n'avons plus de temps. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose avant que je ne clôture. On va essayer, comme je vous avais dit avant, de répondre à toutes les questions que vous avez posées dans le Q&A. Et puis, quelqu'un, Marie Mouscaille, Lamia, quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on clôture? Je voudrais très juste ajouter au fait qu'il faut aussi beaucoup d'argumentation. On parle dans… je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, je voudrais juste ajouter que dans ma réponse, j'ai mis qu'il faut utiliser toutes les argumentations quantitatives et qualitatives pour argumenter et pour le lobbying, parce qu'une action de lobbying, de pression, de partenaires, disons, a besoin d'outils. Et c'est les outils qu'on a aujourd'hui sont assez probants, sont assez intéressants. Donc, quand on dit que
2 fois l'agriculture, c'est 1 fois la construction. Donc, c'est un chiffre du PIB qui est assez énorme. Quand on parle de potentiel d'emploi, de potentiel d'export, c'est un autre langage qu'on a besoin. Bien sûr, autour de cela, il faut beaucoup de travail et il faut certainement des révisions très sérieuses des politiques publiques, des cadres, comme a dit Nizar, des cadres d'imposition où parfois il faut alléger ou complètement enlever. Je pense que la période future peut être une opportunité et je suis ravie que ce travail puisse être un socle dans tout ce qui va venir. Et ça, c'est un grand merci à l'Agence française du développement et à l'Institut français et à tous les experts qui ont si bien travaillé, pas seulement avec leurs idées et leurs pensées, mais surtout avec leur cœur. Merci Lamia. Madame Buscaille, vous voulez dire quelque chose avant que je ne clôture? Oui, juste un mot pour aller d'abord dans le sens de Lamia et dire que cette étude, nous l'avons justement, nous la diffusons justement pour qu'elle soit un outil pour progresser dans la réflexion et la conception d'une politique publique à venir. Donc voilà, utilisez-la. Et l'idée, encore une fois, c'est de lancer un processus dont les acteurs libanais sont les premiers à devoir se saisir et peut-être s'organiser sur cette base-là pour faire mûrir des réflexions. Nous sommes prêts, encore une fois, à les accompagner. Nous le faisons déjà dans certains secteurs. D'autres peuvent aussi le faire et sont bien placés pour le faire. Donc, c'est un appel surtout à poursuivre le travail en commun, la mise en commun, parce qu'on réfléchit mieux quand on est tous ensemble. Et donc, n'hésitez pas peut-être à constituer des groupes de réflexion par sous-secteur. Oui, merci Marie, merci à toutes, merci à tous. En effet, l'étude que nous lançons aujourd'hui, elle a voulu fournir aux décideurs politiques et la société civile, ainsi qu'aux bailleurs de fonds, comme on l'a répété à plusieurs reprises, un panorama aussi exhaustif que possible du secteur, de la législation en vigueur, mais aussi une base de données chiffrée, renseignant sur l'évolution macroéconomique des ICC au Liban. Elle souligne également l'attention particulière qui devrait être portée aux industries culturelles et créatives par les décideurs publics et la communauté internationale, dans le sens où elles sont à la fois une composante centrale et essentielle de l'identité nationale et d'une stratégie de relance économique et de stabilisation sociale. Notre institut, l'Institut des finances Bassel Fouleyhan, a voulu apporter sa pierre à l'édifice en espérant que ce rapport puisse être la base d'une refonte et d'un véritable appui à ce secteur. J'espère de tout cœur que nous ayons pu réaliser, même partiellement, cet objectif. Je vous remercie de vous être joints à nous cet après-midi et vous invite à visiter le site web de l'Institut pour consulter l'étude, ses résultats, les recommandations qu'elle propose et aussi pour partager avec nous tout commentaire que vous auriez en ce sens. Bonne soirée à tous et merci encore.